Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, effectue depuis hier une visite officielle au Qatar, visite marquée par une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a présenté les opportunités d'affaires qu'offre son pays, la Côte d'Ivoire, un pays qui ambitionne de devenir émergent en 2020. Dans ce 20h, vous aurez les temps forts de l'ouverture du colloque international organisé pour rendre hommage au professeur Henriette Dagri Diabaté. Et puis la FAO encourage la consommation de ces larves et pour l'agence de l'ONU chargée de l'alimentation et de l'agriculture, ces insectes sont l'avenir de notre assiette. Nous en parlerons en quelques instants. Voilà pour les titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue. Un invité dans ce journal, la ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi, nous donnera les raisons de la fermeture des services de la néonatologie et de la maternité du CHU de Yopougon. Commençons cette demi-heure d'information par le déplacement du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara effectue depuis hier une visite officielle au Qatar. Ce pays veut s'impliquer dans la relance économique de notre pays, nous dit notre envoyé spécial Habiba Dambélé. Son Altesse le Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a accueilli en personne le président de la République Alassane Ouattara sur le perron du palais de l'Émirat, un insigne honneur réservé aux hôtes de marque du Qatar. Après la chaleureuse poignée de main, le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires dans le grand hall du palais. Honneurs militaires ponctués de l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'abidjanaise, et de l'hymne national du Qatar, As-Salam Al-Amiri. Après la revue des troupes, les délégations ivoiriennes et qataries, composées de 8 membres pour chaque partie, ont échangé sur des questions de coopération entre les deux États. Après ces premières discussions, Son Altesse, le Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, a eu un entretien en tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara. Même si rien n'a filtré de la rencontre, on imagine aisément que les discussions ont porté sur l'excellence des relations qui existent entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Le Qatar qui veut apporter sa contribution à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite officielle inaugure une nouvelle ère de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. Et restons sur place au Qatar où le président de la République a échangé avec des opérateurs économiques qui ont été invités à investir en Côte d'Ivoire. Des opportunités d'affaires ont donc été présentées aux opérateurs par la délégation conduite par le président Alassane Ouattara. On retrouve notre envoyé spécial, Habiba Dambélé. Opération de séduction du président Alassane Ouattara à l'endroit des hommes d'affaires qataris. Opération réussie car la forte délégation d'hommes d'affaires intéressés par les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire a été séduite. Elle était conduite par le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, M. Mohamed bin Habib Towar. Un film institutionnel a été projeté par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, présentant la vision du président Alassane Ouattara et les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire depuis son accession à la magistrature suprême. Ce film de 9 minutes a édifié les opérateurs économiques sur les grands chantiers en cours et en projet en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et du logement. Nous avons bien entendu parler de la nécessité de renforcer les liens de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Il y a de nombreux secteurs de coopération dans le domaine des infrastructures. Nous avons notamment parlé de l'autoroute qui pourrait relier la Côte d'Ivoire au Burkina, de Yamoussoukro à Ouagadougou, une distance de près de 1000 km pour un investissement de 4 milliards de dollars. Nous avons parlé de la possibilité pour le Qatar de mettre à disposition de la Côte d'Ivoire, sur des bases commerciales bien entendu, du gaz liquéfié pour nous permettre de produire encore plus d'électricité pour la Côte d'Ivoire et pour les pays voisins. Les hommes d'affaires de ce pays ont indiqué leur intérêt dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine agricole, le domaine manufacturier, le domaine minier, le domaine des infrastructures. Donc nous repartons très heureux de cette visite. Nous pensons que c'est une étape importante de renforcement de la coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, nous envisageons sans doute d'ouvrir
une ambassade de Côte d'Ivoire au Qatar pour suivre la mise en œuvre de tous ces grands projets. Après un échange de présents, la rencontre a été immortalisée par une photo de famille. La balle est maintenant dans le camp des hommes d'affaires qataris, qui ne manqueront certainement pas de saisir cette opportunité de diversification de leurs investissements dans un pays qui connaît un taux de croissance de près de 10%. Voilà, c'était notre envoyé spécial, Habiba Dembélé. Après le Qatar, le président Alassane Ouattara se rendra à Bruxelles, en Belgique, pour participer à la conférence des donateurs pour le développement du Mali, conférence prévue le mercredi 15 mai prochain. Avant de quitter Abidjan, le chef de l'État s'est soumis à une séance de prise de tension à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre l'hypertension qui sera célébrée demain mardi. Jérôme Kofi Abola. C'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui le premier a fait prendre sa tension à l'occasion de cette séance initiée par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi. Le faisant, le chef de l'État entend donner l'exemple à ses concitoyens et montrer ainsi l'importance que revêt la prise de la tension pour ce qui est de la santé. C'est très important de faire ça régulièrement parce que la tension artérielle est une indication cardiovasculaire et c'est essentiel. Vous savez, c'est la meilleure manière de détecter un peu si on est stressé, s'il y a d'autres indications de déséquilibre et ainsi de suite. Et donc j'encourage tous mes concitoyens à faire comme moi. Et moi, je le fais régulièrement. Emboîtant le pas au président de la République, quelques membres du gouvernement se sont succédés pour faire prendre leur tension à leur tour. Outre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement Albert Mabry-Touakeus, pour ne citer que lui. L'hypertension artérielle entraîne beaucoup de dégâts. En Côte d'Ivoire, c'est devenu un problème de santé publique. Des familles souffrent des conséquences avec des morts dues aux AVC. Beaucoup de nos compatriotes sont devenus pratiquement handicapés et sont devenus des dépendants alors que la famille dépend d'eux. C'est pour cela que nous devons nous attaquer à ce problème de santé publique, notamment à travers la prévention primaire. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de vérifier la tension régulièrement. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, pour sa part, s'est dite heureuse d'avoir pris une telle initiative, lui permettant d'associer les membres du gouvernement et le président de la République au succès de la Journée internationale de l'hypertension artérielle. Nous avons voulu lancer un message très fort à l'endroit des populations ivoiriennes. Demain, le monde entier célèbre la Journée internationale de lutte contre l'hypertension artérielle. Et donc, nous avons proposé au gouvernement de se prêter à ce test pour que justement la population ivoirienne sache qu'à un haut niveau, avec l'intensité du travail du gouvernement, le gouvernement également prend soin de sa santé et se prête donc à cette prise de tension après un conseil des ministres. Et puis à l'occasion de cette journée internationale du 14 mai commémorée par la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, il est demandé pour rappel à chaque habitant d'observer quelques règles en vue de la prévention de l'hypertension artérielle, qualifiée de tueur silencieux. Des règles comme bannir le tabagisme, réduire au strict minimum la consommation de boissons alcoolisées, diminuer la consommation du sel et enfin consommer au moins 2 fruits et beaucoup de légumes par jour. Comme annoncé en début de journal, nous recevons Madame la ministre de la Santé, Raymonde Goudou Kofi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est vrai que vous êtes là pour nous donner les raisons de la fermeture des services, là, mais avant, les Ivoiriens, je peux dire, sont inquiets. Les AVC, il y en a quand même, les chiffres sont inquiétants quand même, madame. Oui, de plus en plus. Oui, tout à fait, mais cela est dû à quoi? Non, je pense qu'il s'agit surtout d'abord de stress. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on court un peu pour la stabilité de notre quotidien. Tout à fait. Donc cela développe bien sûr souvent du stress. Il s'agit également d'avoir une certaine hygiène de vie, n'est-ce pas? Et l'hygiène de vie passe par la pratique du sport, n'est-ce pas? Et puis surtout un contrôle. Il ne faut pas négliger de contrôler sa tension, même si l'on pense que l'on se porte bien. Tout à l'heure, vous avez entendu le journaliste qui disait hors écran que c'était la maladie qui tuait. Elle était silencieuse. Donc l'hypertension est une maladie extrêmement silencieuse qui, lorsqu'elle se déclenche, malheureusement, est fatale.
C'est la raison pour laquelle il faut avoir une certaine hygiène de vie, manger moins de sel, faire du sport, mais en plus de ça, il faut, faire en sorte que la vie familiale ne soit pas une vie de stress, oui, mais que ce soit plutôt, lorsqu'on rentre chez soi à la maison, un moment de détente, n'est-ce pas? Et puis, lorsqu'on travaille également, ne pas se prendre la tête, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça. Quand on conduit, souvent, on s'énerve au volant. Vous voyez, c'est une sorte d'hygiène de vie qu'il faille avoir pour ne pas avoir des accidents cardiovasculaires. C'est ça, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on nous dit aussi même, les enfants de 10 ans, 20 ans aussi, oui, c'est-à-dire que, comme je dis, il s'agit d'une certaine hygiène de vie. C'est une maladie cardiaque, n'est-ce pas, qui induit des maladies cardiovasculaires. Il s'agit aussi parfois d'artères et de vaisseaux, n'est-ce pas, sur le stress qui éclate. Et évidemment, la tension monte et on fait des accidents cardiovasculaires. Il y a plusieurs raisons. Malheureusement, les enfants peuvent être concernés. Des enfants, des jeunes, mais il y a également le tabac. Vous savez que le tabagisme est un inducteur justement de problèmes cardiovasculaires. Voilà, donc nous avons fait une campagne dernièrement anti-tabac et nous espérons que les infrastructures d'accueil, n'est-ce pas, les bars et autres, les restaurants, respectent ce que nous avons proposé. Et d'ailleurs, nous allons passer aux endroits où nous avons opposé des affiches et tout. Nous allons voir un peu le sort qui est réservé à nos affiches. Merci madame, je ne pouvais pas ne pas vous poser ces questions, surtout à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre l'hypertension qui est célébrée à partir de demain. Mais vous êtes sur ce plateau pour donner les raisons de la fermeture des services de la néonatologie et de la maternité du CHU de Yopougon. C'est ça. Je vais d'abord lire le communiqué, n'est-ce pas? Alors, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida porte à la connaissance des usagers que le bloc obstétrical du CHU de Yopougon, comprenant la salle d'accouchement, le bloc opératoire et le service de néonatologie, est momentanément fermé au public à compter de ce lundi 13 mai 2013 pour cause de réhabilitation. Les activités de ces services sont délocalisées à l'hôpital général de Yopougon-Atié, c'est-à-dire l'ex-PMI de Yopougon, où seront reçues les parturientes et les malades à compter de ce jour. Un dispositif exceptionnel a été mis en place à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Ce dispositif comprend le personnel du CHU de Yopougon et les équipements techniques. Il vise à garantir la prise en charge des usagers pour les accouchements et les interventions chirurgicales éventuelles. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida voudrait présenter ses excuses aux populations en général et aux parturientes en particulier pour les quelques désagréments que cette délocalisation momentanée pourrait causer. Il les rassure sur les dispositions prises pour assurer la continuité du service et des prestations liées aux accouchements et interventions chirurgicales à l'hôpital de Yopougon-Atié, ainsi que sur la célérité des travaux de réhabilitation du bloc obstétrical du CHU de Yopougon. Voilà. Alors madame, ces travaux vont durer combien de temps? Alors, je voudrais déjà vous dire que le gouvernement est entré, a promis aux Ivoiriens la réhabilitation, la construction de certaines structures sanitaires, d'établissements sanitaires. Et pour pouvoir justement pour passer à ces réhabilitations, il faut bien passer par la fermeture momentanée des différentes structures que nous réhabilitons. C'est obligé. En ce qui concerne donc le service du bloc opératoire et du néonatal du CHU de Yopougon, les travaux vont durer à peu près 2 mois. 2 mois, mais nous avons tout de suite pris les dispositions palliatives. Et c'est pour ça que nous sommes sur ce plateau. Tout à fait. Vraiment, pour ne pas inquiéter aussi bien les parturientes que, bien sûr, voilà. Donc, parlez-nous de ces dispositions prises. Voilà, alors donc nous avons fermé seulement tout ce qui est obstétrique chirurgical. Voilà, donc les accouchements se feront à Yopougon-Atié, à l'hôpital général de Yopougon-Atié, les accouchements et les césariennes. Toutes les dispositions sont prises. Le personnel du CHU de Yopougon s'est déporté et est déporté en permanence à l'hôpital général de Yopougon-Atié. Nous avons 2 blocs fonctionnels actuellement.
Nous avons, concernant le néonatal, nous avons 2 couveuses pour le moment et 3 berceaux pour le néonatal, n'est-ce pas? Mais pour la maternité, nous avons bien sûr d'autres couveuses. Mais c'est important de préciser qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a rien que le lieu que nous avons déplacé. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons et que nous demandons aux différentes personnes, les femmes qui vont accoucher, de ne pas s'affoler. Si d'aventure elles n'ont pas pu avoir l'information et qu'elles arrivent, elles seront prises en compte très rapidement et on se chargera de les amener à Yopougon-Atié. Je voudrais vraiment rassurer les populations. Nous sommes obligés, comme je vous disais tout à l'heure, de passer par cela pour améliorer le système sanitaire en Côte d'Ivoire. On est obligé de passer par là. Alors, d'autres fermetures de services prévues? Vous savez qu'il y a juste 2 mois, je pense, nous avons dû fermer le service de stérilisation du CHU de Yopougon, de Cocody, pardon. Cela s'est très bien passé et nous voudrons appeler à la célérité, bien sûr, des populations. Nous allons le faire progressivement. Et progressivement, nous viendrons, n'est-ce pas, si vous nous le permettez, nous viendrons, bien sûr, informer les populations afin que vraiment les personnes, que les gens acceptent, n'est-ce pas, que nous puissions passer par ce forceps, puisque nous parlons d'accouchement, obligatoire pour pouvoir réhabiliter nos différentes structures sanitaires. À l'intérieur du pays, ce sera la même chose. Nous commençons par le CHU de Yopougon. Vous savez, le CHU de Yopougon a ouvert ses portes en 90. Et depuis, nous n'avons pas eu de réhabilitation conséquente. Alors, vous imaginez un peu ce que cela doit être. Les plafonds coulent de partout. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il est bon, puisque nous l'avons promis, puisque le président de la République a décidé que cette année 2013 est l'année de la santé, il est bon que nous puissions réhabiliter ces structures et proposer, bien sûr, aux populations ivoiriennes vraiment un système de santé adéquat. Merci, Madame la Ministre, pour ces précisions. Merci beaucoup. La journée mondiale contre l'hypertension artérielle sera donc célébrée demain et à la faveur de cette journée, l'ONG Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires a initié une campagne de sensibilisation dans des établissements secondaires du district d'Abidjan. Les élèves ont donc reçu des informations nécessaires sur la maladie. L'hypertension artérielle atteint le cœur et les vaisseaux sanguins. L'ONG Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires a voulu prendre le taureau par les cornes en organisant ses activités sur le thème « Jeunes d'aujourd'hui, ne soyez pas les hypertendus de demain ». Nous voulons impliquer les élèves à la lutte contre l'hypertension artérielle parce que c'est dans leur milieu qu'ils s'exposent aux facteurs de risque de l'hypertension. Les jeunes de 30 ans, même 25 ans, on trouve de l'hypertension artérielle parce que les jeunes s'exposent à une mauvaise hygiène de vie. Donc nous voulons les sensibiliser pour qu'ils changent de comportement parce que les complications de l'hypertension artérielle sont vraiment invalidantes. Je vais parler par exemple des paralysies, je vais parler de l'insuffisance rénale, de l'insuffisance cardiaque. Ce sont des affections pour lesquelles on ne peut plus rien faire. Message bien perçu par les élèves qui promettent d'adopter des comportements décents pour éviter l'hypertension artérielle. Moi, je lance un appel aux jeunes d'arrêter de fumer, surtout ceux aussi qui consomment de l'alcool abusivement. On nous a dit de faire pratiquer beaucoup de sport, de diminuer le taux de sel ainsi que le sucre, d'huile dans nos aliments. Donc nous avons pris acte de cela. Selon l'ONG Ligue ivoirienne de lutte contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, 4 millions de personnes souffrent d'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire. La question du leadership féminin, histoire et actualité, c'est le thème du colloque international organisé pour rendre hommage au professeur Henriette Dagri-Diabaté. Ce colloque s'est ouvert ce matin en présence de la première dame, Dominique Ouattara, et du Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan. Compte rendu, Alvorassa. La question du leadership féminin, histoire et actualité, avec un exemple précis, celui du professeur Henriette Dagri-Diabaté, est le thème central de ce colloque international qui va mobiliser pendant 3 jours des personnalités du monde universitaire et du monde de la culture venues de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'Europe. Ce colloque va restituer le professeur Henriette Dagri-Diabaté dans sa grandeur d'historienne, de militante politique exemplaire et de femme devenue un modèle pour les jeunes générations, désireuses d'acquérir la culture du leadership féminin. Pour le professeur Ly Ramata, président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette rencontre est scientifique parce qu'elle s'inscrit dans la tradition académique.
Femme de science, le professeur Henriette Dagré-Diabaté a plusieurs publications à son actif. Entre autres, le Sans-Vie, un royaume akan de 1701 à 1901, la marche des femmes sur Grand Bassam. Et elle a présidé plusieurs jurys de thèse à Abidjan, à Paris, à Yaoundé et à Dakar. Historienne, le professeur Henriette Dagré-Diabaté est une femme politique. Et des témoignages ont été rendus par le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro, et le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon. Ils ont relaté les souffrances qu'elle a endurées pendant sa carrière politique, les humiliations et surtout la prison. Mais ils ont bien apprécié sa détermination à mener le bon combat du vivre ensemble auprès du président de la République, Alassane Ouattara. Historienne, femme politique, Henriette Dagré-Diabaté est aussi une mère. D'où l'admiration qu'ont les femmes ivoiriennes pour elle, selon la ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et de la Solidarité, représentée ici par la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. Fille modèle et disciplinée, femme digne et vertueuse, mère aimante et courageuse, intellectuelle accomplie et éclairée, politique engagée et invincible, serviteuse loyale et dévouée. Vous constituez aujourd'hui pour la nation ivoirienne et pour les femmes en particulier une fierté, un solide trait d'union entre la société traditionnelle africaine qui vous a engendré et la société moderne qui vous a accueilli et admise comme modèle. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandamba, homme de lettres, est largement revenu sur la dimension culturelle et littéraire du professeur Henriette Dagré-Diabaté. Le Premier ministre Daniel Kablan-Tunkan a salué le parcours exceptionnel de la femme de culture qu'est le professeur Henriette Dagré-Diabaté et a souhaité que cela soit analysé minutieusement pour que les résultats servent aux jeunes générations en parlant de leadership féminin. Je vous invite à célébrer la première femme ivoirienne, comme rappelé tout à l'heure, docteur d'État en histoire, qui, à l'image d'autres illustres femmes de ce pays, ouvre chaque jour davantage la voie du leadership féminin. Outre les érudits venus d'Afrique et d'Europe pour participer à ce colloque international sur la question du leadership féminin, histoire et actualité, cas du professeur Henriette Dagré-Diabaté, la cérémonie d'ouverture a enregistré la présence de plusieurs femmes. Henriette Konan Bédié et la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique. De l'économie à présent avec l'ouverture d'une rencontre des ministres des pays membres de l'Union du fleuve Mano. L'objectif visé par cette concertation, c'est d'emmener la BAD, la Banque africaine de développement, à apporter son soutien pour le financement des secteurs transport et énergie des pays membres de l'Union. Chantal Akadan. Les conflits en Afrique laissent beaucoup de séquelles et c'est parfois difficile de recoller les morceaux sans financement véritable. Il était donc nécessaire à la Côte d'Ivoire, au Libéria, à la Sierra Leone et à la Guinée, regroupés au sein de l'Union du fleuve Mano, de se retrouver pour réfléchir sur deux sujets, la route et l'énergie, pour remettre ces pays qui ont connu des crises sur les rails. Initiateur de cette réunion des ministres du Mano River, la BAD, la Banque africaine de développement, veut appuyer le développement des infrastructures de ces pays. Nous pensons que c'est le moment d'agir de manière importante et rapide pour permettre à des pays qui ont passé un certain nombre d'années à se reconstruire après des conflits et passer maintenant à des phases de développement économique rapide. Rattraper le retard des investissements dans le domaine du transport et de l'énergie, faciliter le financement à travers la régionalisation des projets. La Côte d'Ivoire est prête pour la prospérité de l'Union du fleuve Mano. La Côte d'Ivoire a pris quelques avances et nous partageons dans la solidarité donc notre potentiel électrique avec la plupart de ces pays. Il y a des projets d'interconnexion en cours. La route, comme le dit, précède le développement, mais aussi le développement aujourd'hui ne se fait pas sans énergie. Et donc, c'est des questions sur lesquelles les pays aujourd'hui investissent beaucoup. La réflexion des différents projets terminés, place à la concrétisation des conclusions. Des opérateurs économiques italiens producteurs de chocolat s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Ils l'ont signifié au gouverneur du district d'Abidjan qui a effectué récemment une mission de prospection à Turin dans la région du Piémont en Italie. Plusieurs responsables de grands groupes industriels italiens viendront dans les mois prochains à Abidjan en mission de prospection économique.
C'est le résultat de la mission effectuée récemment par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambé, à Turin, en Italie. Cette mission a été marquée par des rencontres avec des opérateurs économiques à qui le gouverneur a présenté le cadre juridique des affaires en Côte d'Ivoire. Begremambé a ensuite présenté les multiples opportunités que la capitale économique de la Côte d'Ivoire offre en termes d'investissement. Ce message a été perçu par le 3e groupe de la chocolaterie en Europe. On a pris l'occasion de discuter un peu sur un potentiel partenariat, de regarder un peu dans notre filière de cacao et d'explorer un peu qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, vu qu'on est un grand acheteur de votre fève de cacao de votre pays. Et c'est bon d'ouvrir un peu la discussion avec le gouvernateur au niveau un peu plus institutionnel. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, cette mission s'inscrit dans le cadre du jumelage entre Turin et Abidjan. Ce sont des jumelages d'action, déclinés en plusieurs vecteurs, dont l'un concerne l'emploi des jeunes et des femmes, l'autre l'industrialisation de la région d'Abidjan en grande capacité. Un autre vecteur encore, c'est les équipements en infrastructure, de sorte à ce que Abidjan ait une qualité de service très élevée par rapport aux autres capitales africaines. Le gouverneur du district d'Abidjan a également visité l'usine de fabrication du camion de ramassage des ordures. Visite qui a permis d'obtenir des opérateurs économiques de ce secteur d'activité l'engagement de soutenir les autorités ivoiriennes dans leur volonté d'améliorer l'environnement des populations du district d'Abidjan. Dans l'actualité nationale, le démarrage des épreuves sportives dans les centres de formation professionnelle. Pour se rendre compte du déroulement de ces épreuves, une délégation du ministère d'État chargée de la formation professionnelle s'est rendue sur le terrain. Demain, vous aurez le compte-rendu complet de nos reporters. Le porte-parole du RDR, le Rassemblement des Républicains, était face aux journalistes de la presse nationale et internationale. Joël Nguessan a fait le bilan de la participation du RDR aux élections couplées régionales et municipales. Compte rendu, Doigt des Lasers. Le porte-parole du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, joyeux ce lundi 13 mai au siège du parti à la rue Le Pic de Cocody. Joël Nguessan, face aux journalistes, se réjouit de la victoire de son parti aux élections municipales et régionales du 21 avril dernier. Nous avons pu remporter Danané, Blolequin, Kouibli, Douekoué, Bonnet, Sipilou, Man dans le sud-ouest, au niveau des communes Oumé, Fresco, Sassandra, Bédiala et Issia. En ce qui concerne les régions, nous avons obtenu le Beauclerc et le Lodibois dans le sud et le sud-est, à Diaké, à Boisseau, Tiasalé, à Dzopé, auquel il faut ajouter notre percée dans le Nzi-Komwe où nous avons pu obtenir la commune de Prico. Nous avons élargi et amélioré sensiblement notre positionnement au plan national. Pour ce qui concerne les relations avec la coalition du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le porte-parole s'est voulu rassurant. Dans le Haut-Sassandra, sur les 15 députés, 11 sont RDR. Sur les 4 communes, les 2 principales communes, Daloa et Vavois, sont RDR. Mais n'empêche que dans l'esprit de la coalition RHDP, nous avons choisi que la tête des listes dans le Haut-Sassandra soit M. Guégué Madi. La coalition RHDP va toujours bien se porter. Le Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire enregistre 135 députés à l'Assemblée nationale. Et lors des dernières élections couplées, en attendant les résultats des contentieux, 11 conseils généraux et 86 conseils municipaux ont été remportés par ce parti. Le RDR entend étendre son rayonnement dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. On en vient maintenant à ces larves, insectes consommés en Afrique, surtout au Congo. Pour la FAO, l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, ces insectes sont l'avenir de notre assiette. La FAO va plus loin, elle encourage l'élevage de ces petites bêtes pour nourrir une population de plus en plus nombreuse. Bien frétillante. Dans quelques secondes, ces larves qui dansent au bord du sandwich vont faire le bonheur de ce gourmet congolais
un amateur convaincu. Manger des insectes, ça nourrit le corps. Ce n'est pas gras. Ça ne nuit pas au corps. Si un être humain en mange régulièrement, il a peu de risques de tomber malade. Il n'est pas le seul à les apprécier. Dans la moitié des pays du monde, manger des insectes est ancré dans les habitudes. Avec 1 millier d'espèces comestibles, c'est un vaste choix qui s'offre aux consommateurs. Ici, en Afrique centrale, on ramasse des criquets, ça nourrit la famille, c'est aussi un revenu supplémentaire. Quand on n'a pas encore la récolte des champs, ça va nous aider à vivre. Comme ça, on en mange et ce qui reste, on le vend. Ça nous aide. Passer de la collecte à l'élevage, c'est ce que recommande la FAO. L'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture en est convaincue. Les insectes, c'est l'avenir de notre assiette. Peut-être la solution pour nourrir une population de plus en plus nombreuse sans aggraver la déforestation. Il suffit de 2 kilos de végétaux pour produire 1 kilo d'insectes. C'est 3 fois moins que pour 1 kilo de viande de bœuf. Pourtant, les élevages sont encore rares. L'élevage, ça permet de préserver les populations d'insectes sauvages et puis ça crée des emplois tout en assurant la sécurité alimentaire. C'est très nourrissant pour le bétail, comme pour les humains. Convaincre les pays développés de consommer ces petites bêtes, c'est le défi de la FAO qui, à chacune de ses conférences, martèle le même message, élever et manger des insectes. Les amateurs vantent leurs bons petits goûts de noisettes, mais le tabou est bien là. En Europe, la barrière psychologique a du mal à tomber. Voilà. Bon appétit à tous et à toutes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Rappelons que le président Alassane Ouattara effectue depuis hier une visite officielle au Qatar, visite qui prend fin demain. Après le Qatar, le chef de l'État se rendra à Bruxelles, en Belgique, pour participer à la conférence des donateurs pour le développement du Mali. Conférence prévue le mercredi 15 mai prochain. Bonne suite de programme sur RTI 1 et bonsoir.